Charlie a commencé à parler, j'ai cru que c'était une présentation de Club Méditerranée pour prendre le prochain voyage. Mais je crois qu'il n'en est rien et que c'est tout simplement Charlie dans toute sa splendeur, hérité lui-même de cette hyperactivité de son père et qui, dans cette semaine où on rappelle la mémoire de son père, c'est très intéressant qu'on soit là tous réunis. Je connais Charlie depuis 40 ans, avant même de faire l'orthodontie. Et je voulais le remercier de nous faire voyager, en même temps de nous permettre de transmettre. Alors j'exerce à Strasbourg depuis très longtemps, où j'ai fait mes études. Et dans le cadre de mon travail, je suis passionné par deux choses, la transmission, le partage de tout ce qu'on vit au quotidien. J'ai enseigné à la fac pendant quelques années, avant de faire mes propres classes dans mon cabinet, ailleurs, à Strasbourg et au Luxembourg. Alors, je pense que je ne vais rien vous apprendre, parce que vous êtes tous aguerris. Mais en fait, je voulais faire partager ce qui m'a animé ces 3 dernières années. Quand il y a eu le Covid, on s'emmerdait un petit peu. Donc, j'ai écrit un process que j'ai mis dans une application qui s'appelle OrthoSafe. C'est faire de l'orthodontie en sécurité. Alors, comme je vous ai dit, j'aime bien partager ce qu'on a appris avec d'autres, avec Amérique, avec Catherine, avec tous ceux qui nous entourent ici, avec qui on forme une vraie équipe, avec Bilal, avec Yamen. Et en fait, cette application, elle permet d'accompagner les gens dans l'exercice de leur métier, pour des cas difficiles, des cas moins difficiles. En tout cas, ce que j'essaye de faire, c'est j'ai essayé de transcrire ce qu'on a fait à la fac pendant des années, pour former les internes, dans un process. Et en réalité est né de ce process la volonté, puisqu'il y a eu beaucoup de cas, aujourd'hui il y a plus de 1000 cas cliniques, c'est beaucoup de travail, et c'est une messagerie interne qui permet de répondre à chaque personne. Et donc on s'est dit, on va essayer de faire de l'intelligence artificielle. Et en fait, l'intelligence artificielle, elle est rentrée dans notre cabinet tout doucement, jusqu'à vouloir même, pour certains, se substituer au docteur. Et je vais essayer de vous montrer comment j'essaye, moi, au contraire, de la faire rentrer sans qu'elle nous phagocyte complètement. Et peut-être chacun aura des idées, un complément d'idées à nous apporter pour parfaire cette chose. Donc, là, c'est ce qui nous agite depuis 40 ans. À chaque fois que je rencontrais Joël Coubi, il me disait « T'as pas vu Charlie ?» Charlie, on ne sait jamais où il est. Quand il vous voit le rendez-vous à 18h, vous pouvez être tranquille, 19h, ça va aller aussi. Donc, il est là, celui qui le trouvera sera invité au prochain summit. Voilà, donc c'est un peu Charlie, c'est un peu ses 10 ans. C'est vrai que c'est pas facile de changer de boîte, de reconstruire tout de zéro. Et nous étions là pour le soutenir, le porter. Je ne sais pas s'il en avait vraiment besoin, mais ça nous a fait du bien à nous et peut-être un peu à lui. Donc voilà, ça c'est juste un petit clin d'œil. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Où en réalité, qu'est-ce qui nous agite tout le temps? C'est d'être capable des choses qu'on fait au quotidien. Lorsqu'on veut les transmettre, c'est pas si facile que ça. Et que finalement, on a du mal à mettre des mots parfois sur ce qu'on veut dire. Donc, écouter, c'est d'essayer de répondre à la demande du patient. Alors, comment on va expliquer à une machine à qui on va devoir enseigner un algorithme, enseigner cette chose-là, ça fait partie de nos préoccupations. La deuxième chose, c'est observer. C'est la clé de tout traitement d'orthodontie. Si on observe, non pas seulement les dents, non pas avec un objectif simple de... Tout le monde va avoir les mêmes objectifs de traitement, mais on s'est rendu compte, et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai fait, pour un cas clinique qui a été soumis sur la plateforme, il y avait plusieurs avis. Et en fait, on a une espèce de forum où il faut-il extraire telle dent, pas extraire, etc. Et en fait, il y avait 30% des gens qui pensaient qu'il fallait extraire, 30% qu'il fallait extraire des prémolaires, 30% qu'il fallait extraire des molaires. Et en réalité, on voit que pour une seule chose, il peut y avoir plusieurs avis. Ça ne veut pas dire qu'il y a un avis qui est mieux que l'autre. Il y a peut-être un avis qui est mieux adapté à la situation. Et alors comment on va essayer de nourrir une intelligence en lui expliquant qu'il peut y avoir une multitude d'avis sur un même cas? Objectif thérapeutique, tout le monde a les mêmes. Et enfin, le chemin thérapeutique, c'est la planification détaillée. Lorsque nous, on réalise nos traitements, on sait où on veut aller, et de manière intrinsèque à chacun, on sait comment on va y arriver.
Mais alors comment il a fallu réfléchir de manière simple pour justement, dans les différentes séquences, de maîtriser notre action. Donc on agit toujours en connaissance de cause, on a un diagnostic, on a un plan de traitement, mais le plus important, c'est d'agir en fonction des conséquences. En réalité, quand on place un appareil et qu'on ne fait pas attention, on va aligner, on va niveler, etc. Mais il y a des écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Donc la première chose qu'on a faite, le travail de Bilal et de toute l'équipe, comme vous pouvez le voir sur les syllabus qui sont là, on a des protocoles. Vous savez, les protocoles, ça a le mérite d'exister, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir à l'intérieur de soi comment je vais essayer de conduire ce traitement. Donc deux choses sont pour moi essentielles. On va essayer d'enseigner la manière d'agir de manière à la cause, ça c'est à la limite le plus simple, mais en fonction des conséquences, c'était le plus difficile. Comment prévoir les écueils? Donc, on a ici la manière d'avancer dans le traitement. Ce ne sont pas des séquences qui sont successives, mais ces séquences, elles peuvent être interpénétrées l'une avec l'autre. Vous avez l'alignement, le nivellement, l'expansion, les espaces, les décalages verticaux, antéro-postérieurs et tout ça, je ne vous apprends rien. L'optimisation du torque, toutes ces choses-là ont été travaillées en amont, avec toute l'équipe qui est autour du Genius, pour essayer de donner le maximum de possibilités afin qu'on ait le moins d'erreurs possibles et le moins de conséquences négatives possibles. Donc, ce qu'on va essayer de pointer, c'est quels sont les problèmes qu'il peut y avoir. Identifier la nécessité du traitement, ça on sait le faire. Identifier les objectifs, on sait le faire. Mais il y a en réalité un écueil dans lequel il ne faut pas tomber à chaque moment du traitement. Alors je prends ici des exemples. Pour l'alignement nivellement, il faut faire attention aux vestibulations des incisives, la lingo-inversion des incisives supérieures, la dimension verticale, un parotombe qui peut être abîmé tout simplement parce qu'on a fait trop d'expansion ou qu'on n'a pas contrôlé la vestibulation des incisives. Quand on fait de l'expansion, là aussi il peut y avoir des problèmes de parodonte, des problèmes osseux, des problèmes d'augmentation de dimension verticale. La fermeture des espaces, il y a la lingo-inversion des incisives, que ce soit au maxillaire et l'égression des incisives supérieures. Donc vous voyez qu'en réalité, on voudrait qu'à chaque traitement, on va enseigner un algorithme en fonction de chaque chose qu'il a à la base, de à quoi il faut faire attention. Et donc on va mettre un cadre dans tout ce qui va être les positions différentes de chaque chose que je viens de citer, de telle manière à ce que, on soit encadré. Tout ce que je vous dis ici, c'est tout ce que je vous fais tous les jours. Est-ce que vous avez dans un coin du cas clinique que vous traitez, vous mettez attention à ci, attention à ça, ce que j'appelle des alertes, c'est ce que je fais moi au quotidien. Lorsqu'un traitement est soumis, vous avez des niveaux qui sont différents. Il y a des gens qui sont aguerris, plus ou moins aguerris, ou débutants. Et en réalité, je ne fais pas de différence. Pourquoi? Parce que je suis en train, au travers des cas cliniques, d'enseigner à une machine à lire ce que moi j'observe avec mes yeux. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc, je vais vous présenter quelques cas cliniques. Alors, somme toute, c'est des cas que vous avez au quotidien. Et je vais essayer avec vous d'avoir la même évolution. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va me permettre de mettre des lumières, des attentions comme vous avez vu partout, lorsque je vais traiter ce cas. Alors, c'est un cas, ma foi, je ne vais pas vous décrire le cas, vous allez observer vous-même. Vous voyez que, en réalité, c'est un cas d'encombrement, avec une arcade étroite, avec des malpositions, avec des problèmes parodontaux éventuels, et on sait très bien comment faire ça. On va aligner, on a les incisives supérieures qui sont un peu lingo-versées, pour optimiser le torque, on va les inverser, et à la mandibule, on va faire de l'expansion, une expansion qui sera la conséquence de l'expansion du maxillaire, le rétablissement de la position de la langue dans une maison qui est un peu plus grande. On va pouvoir mieux s'exprimer, on va pouvoir mieux avaler, on va pouvoir mieux respirer. C'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, qu'on fait depuis qu'on a fait avant le Genius et qu'on a essayé d'optimiser encore plus et le concentrer dans un seul bracket lorsque le Genius a été conceptualisé. Donc voilà, donc c'est un cas assez simple, mais qui peut mal tourner. Donc je vous montre en fait les incisives, le sourire tel qu'il se présente, et les incisives avec quand même des zones au niveau parodontal qu'il va falloir contrôler.
et j'avance un petit peu. Voilà au niveau des radios. Il n'y a rien de particulier à signaler dans l'OTP, il est tout à fait bien. Une bouche qui est nickel, un os qui se comporte bien. Et j'ai ici matérialisé par des traits simples, où finalement chacun fait ses calculs, et tout simplement, moi je ne trace plus de radio personnellement, sauf dans les cas extrêmes, mais vous voyez bien que je sais vers où je suis, qu'est-ce que je peux me permettre et qu'est-ce que je peux ne pas me permettre. En quoi ici je vais faire attention. Et là je vais reprendre mon tableau. D'abord je vais fixer des objectifs de traitement. Le résumé du patient c'est quoi? C'est qu'il a un visage fin, etc., une insuffisance transversale, des encombrements, une arcade étroite, enfin tout ce qu'on m'a dit avant. Et donc le traitement il est simple. Traitement par expansion, multi-attache génus, avec des spécificités de collage que vous avez vues, correction de la classe 2 du surplomb, etc., des types de classe 2 précoces, et il faut faire attention bien sûr à quoi? À la coopération du patient. Ça c'est un élément fondamental, dans lequel il ne faut pas le mettre de côté. On n'a pas des machines en face de nous, on a des êtres humains, avec leurs humeurs, avec la volonté de le faire ou de ne pas le faire, et c'est ça qui est super important. Et donc là je reprends mon tableau de tout à l'heure, dans lequel je vais mettre à chaque patient, pour l'instant, les zones d'alerte. Les séquences de traitement, c'est les mêmes. Alignement, nivellement, etc. Vous connaissez les séquences de traitement. Et donc là, en fait, je dis ce qui est facile et ce à quoi je dois faire attention. Et donc là aussi, quel est le risque? C'est de vestibuler beaucoup les incisives, c'est de l'inconverser les incisives supérieures, d'augmenter la supra, de ne pas régler le surplomb. La courbe de Spey ici, elle est matérialisée de telle manière à ce que, à chaque patient, on arrive à faire cette courbe-là qui nous permet de calculer l'encombrement de manière plus ou moins juste et d'avoir les choses. On va ici matérialiser la classe, etc. Et donc tout le diagnostic, déjà à l'heure actuelle, l'intelligence le fait toute seule. Alors, elle ne fait pas tout juste pour l'instant parce qu'elle est encore un peu jeune, il faut qu'elle grandisse. Mais en tout cas, elle est capable de nous sortir un diagnostic sur à la fois l'encombrement, la courbe de Spey, les décalages, etc., etc. Alors, je continue donc, pour voir. Donc là, je dois me poser la question. Donc, comment je vais contrôler mes incisives? Ça, c'est les valeurs d'alerte. Je vais mettre des stops qui seront plus ou moins bien placés. On connaît le principe, depuis que Damon l'a développé, d'une optimisation des forces en distal et non pas vers l'avant. Donc le positionnement des stops, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. On a un peu abandonné ça, mais personnellement, j'y suis très attaché, parce que je trouve que ça nous permet d'éviter des problèmes qu'il faut régler ensuite. La deuxième chose, c'est que je vais parler d'une chaînette et d'un module. C'est le module élastique qu'on a utilisé, et qu'on utilise pour certains encore, pour essayer de contrôler nos incisives inférieures. Et je vais essayer de montrer comment je la mets, pourquoi je la mets en S. C'est que je la mets de telle manière à ce qu'elle optimise non seulement le contrôle des incisives, mais en plus qu'elle va me permettre un nivellement de la contenu. Ensuite, l'utilisation des cales. Les cales, c'est un mot qui n'est pas suffisamment gratifiant pour tout le bénéfice qu'on a avec ces cales. Les cales, c'est quelque chose qui est fondamental dans un traitement. Ce n'est pas quelque chose qui est figé. Alors, j'aime pas les cales rétro-incisives d'emblée, mais au début du traitement, mais ça, c'est personnel parce que j'estime que ça peut aggraver le problème. Mais en tout cas, les cales, c'est quelque chose qui va bouger pendant le traitement et il faut être suffisamment aguerri à leur utilisation pour optimiser en fait le résultat qui va être là. Donc le nivellement de la courbe de Spey, de nouveau avec la chaînette en S, on va le voir. Et la correction de la phase 2, je contrôle toujours mes incisives inférieures et cette chaînette en S, elle est pratiquement du début à la fin. Même sur du 0,18, je l'utilise un petit peu lorsque c'est nécessaire, mais il faut faire attention. Parce que si on l'utilise de manière trop forte, alors vous avez ce qu'on appelle le bowing effect, ce qu'on a tous fait, tous ceux qui ont fait du lingual sont passés par là, ils ont eu ce bowing effect tout simplement, c'est parce que vous avez trop de force, donc vous avez parti les secteurs latéraux qui rentrent à l'intérieur, et donc après vous avez quelque chose de plus à gauche. Donc j'avance un petit peu. Voilà en fait la chaînette en S, je suis désolé elle est transparente, mais elle fait exactement ce mouvement-là, et je tiens à dire que c'est super important de prendre toute la canine. Même si ça va venir déranger l'expression du fil dans le bracket, c'est toute l'optimisation des brackets passifs autoligaturants, au niveau de la canine, il faut le faire, parce qu'il suffit juste que ça s'ouvre, et là vous créez une rotation, que ce soit au niveau molaire ou au niveau canine. Donc, de nouveau, une force légère ici, qui donne une notion d'avancée de la molaire, mais elle est bien tenue. Ensuite, vous passez au-dessus de la 5, ça vous permet d'avoir une force égressive.
Ensuite, sur la 4, vous avez une force agressive qui permet de niveler un peu le sol. Et ensuite, vous tenez avec votre canine. Alors, beaucoup de questions me disent, mais ça n'agit pas vraiment sur les incisives. C'est vrai, ça n'agit pas vraiment sur les incisives. Mais ça donne une force en réalité, comme lorsqu'on on gère un cheval et qu'on essaye de le tenir avec des rênes, ben, ça tient l'ensemble. Même s'il veut avancer la tête, il pourra. Mais d'un autre côté, vous le retenez tout le temps. Et ce que vous verrez souvent dans l'utilisation de cette chaînette, c'est des petits espaces se créer en distal des 32 et 42. Moi, je la mets aussi de temps en temps en haut. Et vous verrez que ça crée des espaces, ça facilite l'alignement et ça permet de contrôler ensuite, en rentrant les incisives, de se remettre dans une position pied droit. Alors, je fais attention à cette biomécanique-là où j'ai rajouté que, effectivement, il peut y avoir une avancée de la molaire, mais aussi une rotation de cette molaire, d'où la nécessité de... Alors, c'est vrai, quand je dis une chaînette légère, on n'arrive pas encore à quantifier de combien on va laisser, de combien on va laisser. Lorsque nous, on les utilise, on a la perception des choses. Alors, on est en train de réfléchir, de savoir comment essayer de maîtriser cela, de telle manière à ne pas avoir des mouvements qui sont parasites. Ça existe au niveau de la canine, au niveau de la molaire. On espère, bien sûr, les quantifier de telle manière, lorsqu'on va donner une indication, avec un espace, deux espaces. J'aime pas les chaînettes larges, donc j'utilise toujours des chaînettes serrées, quitte à laisser des maillons vides qui ne seront pas utilisés. Donc, chez cette patiente, très vite, elle a trop mis ses élastiques. Coopération intense. Elle est un peu germanique. Et ça me convient très bien. C'est un traitement qui a été fait au Luxembourg. Donc, vous dites A, c'est A, B, c'est B, et C, c'est parfois même ils font D, tellement ils sont là. Mais d'un autre côté, ça vous permet de faire des choses qui sont bien. Donc là, on voit qu'en fait, on est en excès d'utilisation des élastiques de classe 2. On est pratiquement à la fin. Il y a là-bas une obligation administrative de faire des photos avant de débailler et de les envoyer au conseil à la sécurité sociale. C'est pour ça que ces photos sont faites. Donc ici, vous voyez en fait le résultat avant que je le dépose. Et là, vous voyez le mouvement qui a été réalisé. Regardez le contrôle de l'incisive inférieure. Il y a une petite version vestibulaire, mais elle ne dérange pas, parce qu'on est pratiquement, on est assez acceptable. Alors, il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est les schémas de croissance hyperdivergents, hypodivergents. Ça va rentrer dans le système d'enseignement de l'algorithme, mais c'était trop de mettre tout d'un coup parce qu'on n'aurait pas profité de ce que j'aimerais comme message. Donc, vous voyez la correction du surplomb. Et enfin, pour terminer, j'ai combien de temps encore? Donc, regardez, voilà les radios. Donc, tout est parfait. Il y a une canine qui n'est pas trop bien, mais ce n'est pas très grave. Et voilà le résultat final. Donc, ça, c'est le jour de la dépose des bagues. Bon, on a une petite ici déformation sur la morphologie de la dent, elle n'est pas la même que celle de l'autre côté. Regardez l'expansion qui a été réalisée, c'est nickel, on n'a pas extrait dans ce cas-là, on aurait pu être tenté de le faire, mais grâce à sa coopération et de l'utilisation optimale du génus dans tout ce qu'il peut comporter, à la fois les élastiques, à la fois les chaînettes, les modules, à la fois la coopération du patient, et à la fois la magie de ce bracket. Et en réalité, le génus système, c'est pas seulement un bracket. C'est un bracket, c'est des fils, mais c'est aussi... C'est l'ensemble qui fait le génus système. C'est pas simplement le produit, c'est l'utilisation optimale du produit qui fait que vous arrivez à des résultats qui sont sympathiques. Donc voilà un petit peu début et fin. Et vous voyez ici, en fait, je me suis amusé à refaire ce que Damon faisait. Je trouvais ça très sympathique et ça montrait aux patients aussi à quel point l'expansion était réalisable. Quand on voit une bouche, on se dit mais c'est dangereux et souvent j'ai le oui, avec des défenestration, etc. On a justement quelque chose qui va venir. Le génus, il optimise l'utilisation des fils. Il utilise votre prescription du modèle que vous avez à traiter et il stimule l'ensemble des muscles de telle manière à ce qu'on obtienne des résultats comme ça. Donc voilà ici un cas que je qualifierais de simple, mais avec toutes les aides et toutes ce qu'on a mis au départ comme entre guillemets de parafeu, ben on arrive à des résultats qui sont sympathiques. Voilà son sourire avant-après, ça c'est des choses que vous connaissez. Le deuxième cas, et il y a quelqu'un qui a déjà vu cette présentation dans un autre cadre, je m'excuse, mais bon, c'est pas grave, je vous fais une révision. Donc, c'est un cas que j'aime bien présenter parce que c'est un cas où finalement, il y a deux choses. La volonté d'essayer d'aider cette jeune femme, elle ne sourit pas beaucoup, c'est un sourire forcé, elle est un peu dépressive de par ce qui se passe, et elle vient vous voir. Et on regarde, de nouveau, on observe. On voit qu'à
dans une classe 3, avec beaucoup de malposition, avec pas assez de place, elle a 25 ou 26 ans. Donc là, Jean-Baptiste, je m'excuse, il aurait fallu passer par une chirurgie, à la fois d'alignement des jours, moi je m'excuse, et à la fois de correction de tout ça. Là aussi, on va refaire la même chose, donc on regarde le sourire, et là ça fait mal à la tête, parce qu'on se dit comment on va faire, et puis vous exprimez, vous regardez les radios, classe 3, ça va, la vésicularisation incisive supérieure n'est pas énorme, ça va pouvoir être contrôlé, et là on pose les éléments. Visage fin, sourire, très peu d'expansion maxillaire possible, des encombrements, une lingoversion des incisives, un recouvrement qui ne va pas, un bout à bout. On est vraiment dans une situation, c'est compliqué. Donc qu'est-ce qu'on se dit? On va faire une chirurgie d'expansion maxillaire, et puis après ça va être un jeu d'enfant. Vous avez le patient qui est dans un état psychologique difficile, qui s'est réveillé en retard, et qui, à ce moment-là, il a besoin d'un qu'on l'aide. Alors soit vous lui dites, c'est bon, allez-y, suicidez-vous, et vous faites l'hôpital. Soit vous vous dites, et si j'essayais quand même, avec tout ce que ça comporte. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je pointe les problèmes, l'expansion, augmentation des phases disponibles, c'est ce que j'ai envie, augmentation de la hauteur verticale, je dois faire très attention, le recouvrement est très faible. La table osseuse externe, elle est évaluée plus ou moins, il faut faire attention aussi parce qu'on peut faire des bêtises. Nivellement de la courbe de spé, bon ça va, ici on a une courbe de spé qui est plate, avec une lingoversion des incisives, on se dit attendez, si je mets des élastiques de classe 3, je vais aggraver la situation. Le protocole veut qu'on va inverser les élastiques pour prévenir que justement on va inverser les braquettes par contre à la mandibule pour prévenir le fait de lingoverser encore plus, et on a la correction de la classe 3. Et comme je suis assez sentimental avec des émotions, ben, je me suis dit bon, on va y aller. Hein. Par contre, ce que je fais dans ce genre de cas, je contrôle l'expansion tous les jours. Je contrôle l'expansion, je vois si l'os tient la route, si ça s'ouvre au milieu ou pas, de telle manière à ce qu'on essaye d'obtenir un résultat. Bracket flipping supéinf, de telle manière à anticiper le torque, de manière à avoir un contrôle radiculo-vestibulaire en haut et en bas aussi, de telle manière à ce qu'on ne va pas aggraver le profil des incisives vers l'intérieur. Au contraire, on va redresser nos incisives et on ne va pas se retrouver avec une incisive qui est allongée à l'horizontale. On va utiliser des ressorts. Là aussi, il faut faire attention. C'est des ressorts d'optimisation et il faut que tout ça tienne dans le temps. Modulant S à la mandibule, élastique précoce de classe 3, c'est toutes les prescriptions du Genius System tel qu'on le fait tous ensemble. Et là, vous voyez les premiers éléments. Vous voyez ici en réalité que on a bien sûr ouvert l'espace au disjoncteur et on a la place, on commence à avoir la place pour ça. Je ne vais pas enlever le disjoncteur trop tôt et je vais continuer à l'activer pendant cette phase d'alignement. Une fois que la disjonction elle a été faite, je sais que c'est une adulte, le remaniement osseux il va être plus lent, il va prendre plus de temps. Donc plutôt que ça soit un handicap, je vais l'utiliser comme un avantage. C'est-à-dire que je vais continuer petit à petit à activer tout doucement, de telle manière que, à dire en fait au remodèlement osseux qui se passe dans la suture intermaxillaire, ben, c'est pas tout de suite, on va pas fermer tout de suite. On va encore aligner, mais on va aller beaucoup plus doucement que le départ. Ensuite, vous avez ben, l'alignement, les élastiques de classe 3 tels qu'ils sont, et voilà, on est passé d'une arcade qui était comme ça à une arcade qui est comme ça, on est passé d'une arcade maxillaire très étroite à quelque chose qui prend beaucoup, qui est plus sympathique. Donc voilà comment c'était au début, voilà comment j'ai terminé. C'est une patiente que je vois assez souvent, parce que, sincèrement, quand vous avez des gens comme ça, qui sont dans des moments difficiles de vie, qui, forcément, dans un monde où le beau, il a pris la place par rapport aux valeurs essentielles de ce que chacun peut porter, ben, vous vous dites c'est quand même sympathique. Donc elle revient me voir une fois par an, et je peux vous assurer que c'est très stable, et que ça donne de bons résultats. Regardez le sourire avant et le sourire après. Vous voyez à quel point l'expansion maxillaire elle a été ici d'une grande aide, ça change tout. Alors souvent dans ce genre de cas, vous avez des guirlandes qui apparaissent au fur et à mesure, et donc il y a eu un certain nombre de piercings, de tatouages, etc. Une espèce de singularisation, comme si le sourire ne suffisait pas. Eh bien écoute, parfois c'est comme ça, donc on continue comme ça. Voilà les radios. Alors comme je vous dis, je ne trace pas les radios. Regardez le contrôle qui a été obtenu. Alors je vous ai mis un petit cerveau avec un cerveau, il y en a qui adorent tracer les radios, ben, elles sont à votre disposition. Donc je continue. Et voilà
l'OTP, il montre que des choses qui sont de mieux en mieux. On a même une évolution au niveau du stripping, alors je ne sais pas où c'est dû à quoi, au niveau du piercing. Je ne sais pas, ça doit être quelque chose qui a évolué. Et voilà sa tête avant et après. Et vous voyez qu'en réalité, changer le sourire, je dis toujours, et j'ai appris ça à un de mes maîtres qui s'appelle le docteur Safati à Strasbourg, qui est spécialisé dans l'esthétique, qui est maintenant à la retraite. Il disait qu'en fait, le blanc, il y a deux blancs dans le visage, le blanc des yeux et le blanc des dents. En réalité, c'est les deux points lumineux du visage. Si vous enlevez un des deux, ben, il fait sombre. Si vous remettez la lumière, il y a un éclairage du visage qui fait que ben, le patient il se sent beaucoup mieux et il est beaucoup plus en confiance. Donc tous ces éléments sont là et comment ils ont pu être mis en place? Tout simplement parce qu'on est capable de dire, non seulement faire un bon plan de traitement, bien fixer des objectifs, savoir qui est en face de nous et quelle est la motivation du patient, et surtout d'avoir pointé toutes les zones d'alerte, les écueils dans lesquels il ne faut pas partir et se trouver avec des choses qui ne sont pas suffisamment bien et contrôlées pour avoir une correction. Je voudrais présenter un troisième et un dernier cas. Je profite du fait que Fanny ne soit pas là pour me dire 5 minutes. Léa. Alors c'est un cas, quand vous voyez comme ça, tout va bien. Parmi les choses qui sont à contrôler, c'est l'analyse de l'espace disponible par rapport à l'espace nécessaire. C'est quelque chose qu'on apprend à l'école. Et je me souviens être venu ici aux États-Unis il y a très longtemps. Je pense que c'était les 2 ou les 3 dernières années de Merrifield. C'était le compère de Tweed, parce que j'ai fait du Tweed pendant 20 ans. Et sincèrement, l'analyse de l'espace disponible avec le mouvement des dents, de le faire de manière anticipée. Savoir qu'est-ce que j'ai comme place et comment je vais la gérer. C'est pas juste je regarde, je dis ouais c'est ok, ouais ça va le faire. Ouais, ça va. Non c'est sympa, ça va le faire. Et après quand vous commencez à rentrer, vous voyez qu'il y a des problèmes, il manque de la place, vous allez corriger, fermer les espaces, en fait, etc. C'est un cas assez simple. Mais finalement, lorsqu'on va faire la radio, il y a un petit problème. Donc vous voyez les photos, vous regardez, vous faites l'examen clinique, vous dites à la maman, ça va bien se passer, soyez détendus, tout va bien se passer. Et là, quand on voit ça, on lui dit, ah madame, il y a un petit souci. Alors, encore une fois, anticiper ici un problème, c'est quoi? C'est être capable d'abord de voir qu'il y a une canine retenue, ça nous arrive très souvent, mais d'avoir que ici, est-ce que je vais bouger ma prémolaire et mettre ma canine derrière, ou au contraire, je vais pouvoir faire, etc. Alors, je vais vous économiser les CDCP et tout ça, et en réalité, ici, il faut se dire, est-ce que je peux passer ou je ne peux pas passer? Alors, si je fais un sondage maintenant, il va y avoir la moitié de la salle qui va me dire on peut passer, l'autre tiers va me dire on ne peut pas passer, l'autre tiers va me dire ah non, c'est truc, machin. Bon, alors c'est ça un problème. L'analyse de l'espace ici, il nécessite de savoir, je dois fermer mes incisives pour les mettre à l'abri, je dois mettre les canines incluses en place, et je dois redresser cette prémolaire. Donc l'anticipation ici, elle va être aussi de placer les braquettes dans un bon endroit. Si vous collez direct droit, vous créez des problèmes. Vous êtes plus en train de régler un problème, vous avez causé un autre. Donc là aussi, il va falloir faire attention. Bon, comme je suis un peu agité, donc j'ai décidé de la remettre en place. Et vous voyez qu'à quel point, là, au fur et à mesure que la dent se remet en place, on voit quand même qu'il y a une petite résorption radiculaire. Et là, je voudrais vous dire, un enseignement d'un autre professeur qui s'appelle le professeur Bacon à Strasbourg, je ne sais pas si vous l'avez compris. Il disait toujours, il était très calé sur la résorption radiculaire. Il a fait une multitude d'études dessus, vous pouvez chercher, il a publié dessus. Il disait qu'il y a toujours une résorption radiculaire. Et le mot-clé qu'il donnait, il disait comme ça. Il dit comme ça, il est toujours vivant, il dit comme ça. Il dit que la résorption radiculaire, c'est la cicatrice du mouvement orthodontique. C'est-à-dire, quelle que soit la dent que vous bougez, si on était capable de faire une étude microscopique, on verrait qu'il y a une petite résorption radiculaire. Moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas très grave. Vous voyez à quel point les choses vont bien. Et regardez comment elle est stable, cette racine. Alors c'est vrai que j'ai perdu peut-être 2 mm, mais en tout cas, je l'ai mis en place. Elle va pouvoir mâcher normalement. Alors ça ne veut pas dire que lorsqu'on va mettre une canine à la place d'une prémolaire, ça ne va pas être bien. Et parfois, on n'a pas le choix. Mais lorsqu'on a un petit espoir, alors il faut le réaliser. Donc voilà un petit peu la patiente à la fin.
où on a fermé les espaces. Chaque chose a été gérée depuis le début. Ici, les écueils n'étaient pas très importants. Pourquoi? On avait une forte vestibuloversion. Le seul écueil, c'était la correction de la déglutition et la position de la langue au repos. Ça, c'est des choses qui sont fondamentales. Ça, une intelligence artificielle, elle ne peut pas le voir. En tout cas, pas pour l'instant. Donc ça veut dire que, finalement, cette intelligence, elle doit être à notre service et ne pas venir se substituer à nous. Elle doit nous permettre de gagner du temps dans la réalisation des objectifs de traitement, du plan de traitement, et surtout de pointer les écueils dans lesquels il ne va pas falloir tomber. Et donc, c'est à ça que je m'amuse ces derniers temps, à essayer de baliser le terrain de telle manière à ce qu'on arrive à des résultats qui soient prévisibles, sous contrôle, et pas qu'à chaque fois qu'un patient il vient, on a le cœur qui bat parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'il va y avoir. Donc le contrôle de ce qu'on fait et la prévision de ce qu'on fait sont des choses qui sont fondamentales. J'apprécie beaucoup son rouge à lèvres aussi. Donc voilà, j'ai respecté les temps. Finalement, j'aurais dû rajouter un cœur. Et donc, avec Charlie, avec Emric, avec Bilal, avec Yamen, avec Catherine, avec tous ceux qui sont autour de nous on est comme dans un mariage où on porte Charlie tous les 6 mois, comme ça, on est sur la chaise, parce qu'il va voir ses collègues taïwanais de MIM, parce qu'il voyage, parce qu'on est agité et on aime en fait en réalité, on a le même caractère. C'est-à-dire autant on peut dire où est Charlie, qu'on peut dire où est Ariel, on est agité, on ne s'arrête jamais. Et c'est ça ce qui nous passionne. Et alors moi, personnellement, j'ai 58 ans. Je me dis peut-être que dans quelques années, je vais arrêter de travailler, mais en fait, je sais que je ne vais jamais arrêter de travailler. Tout simplement, peut-être que je n'arriverai pas à avoir, peut-être pas sur des patients, mais en tout cas, comment optimiser 40 ans de travail, d'observation, d'écueil, d'échec. Et l'échec, il ne faut pas en avoir peur. C'est quelque chose qui fait grandir. Et justement, j'ai mis ces oiseaux tout simplement pour dire, voilà, OrthoSafe, c'est quoi? C'est faire transmettre à tous ceux qui ont envie de savoir. Transmettre, partager une expérience. J'aime pas dire partager l'expertise, ça fait un peu pompeux, et c'est pas du tout mon caractère. Mais partager une expérience, aider l'autre, accompagner l'autre dans ce qu'il réalise, tout simplement en balisant le terrain. Et je prends toujours cet exemple du skieur. Vous avez déjà vu une descente de géant? Une descente de géant, c'est une descente très rapide. Alors, je ne sais pas si c'est le géant ou le rapide, peu importe. Mais moi, je suis toujours fasciné par le skieur qui est en haut là-bas, il fait moins 100, et il est dans sa bulle, il est dans son casque, et vous le voyez, en réalité, il est comme ça. Il est en concentration, et en réalité, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire toute la descente dans sa tête. Il sait à quel niveau il y a la neige qui est moins dure. Il sait à quel niveau la porte elle est située. Il sait à quel niveau il peut glisser et tomber. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait ça. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est magique. Et ils font toute leur descente comme ça. Et vous voyez même les jambes bouger. C'est exactement ce que j'ai appris ici. Je veux être sûr de la descente. Je veux être sûr de ce que je vais faire va se réaliser. Alors je vous souhaite que c'est bientôt les fêtes, de très belles fêtes de Noël. Et pour tous ceux qui vont au ski, profitez de la neige.